Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, une grande puissance n'est pas immédiatement intervenue: l'Italie. Pendant presque un an, les Italiens sont restés en retrait et ont observé leurs voisins du Nord se battre. Quand ils ont décidé de rejoindre la guerre, on aurait pu croire que tout allait changer. L'Italie avait près de 40 millions d'habitants, comme la France ou la Grande-Bretagne. Elle occupait aussi une position très stratégique, ce qui lui permettait d'ouvrir un nouveau front contre les puissances centrales voisines. Elle allait combattre l'Autriche-Hongrie, qui possédait l'une des armées les plus faibles de toutes les nations à l'époque. Peut-être que la grande armée italienne serait capable d'envahir l'Autriche-Hongrie, de provoquer son effondrement et d'apporter une fin rapide à la guerre. Au final, l'entrée en guerre de l'Italie n'a pas du tout été décisive. En fait, elle finirait par être l'un des participants les moins efficaces de la guerre. Elle a tenté à plusieurs reprises d'envahir l'Autriche, progressant peu et perdant des centaines de milliers d'hommes. Alors, pourquoi l'Italie était-elle si inefficace ? Pourquoi n'ont-ils pas pu utiliser leur immense armée dans une position stratégique ? En juin 1914, l'Europe était paisible et la guerre paraissait lointaine. En réalité, le continent était à son apogée. Le siècle précédent avait été assez paisible, favorisant une prospérité et un progrès technologique inédits dans l'histoire humaine. Des tensions existaient entre les nations, mais elles avaient été maîtrisées. Puis, le 28 juin, l'héritier de l'Empire austro-hongrois fut assassiné par un nationaliste serbe. Cet acte de terrorisme allait finir par déclencher une escalade stupéfiante qui deviendrait la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie allaient affronter ensemble la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Lorsque la guerre a éclaté, l'Italie était, sur le papier, alliée à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Au lieu de combattre avec eux, elle a choisi la neutralité. C'est parce que leur traité était uniquement défensif. L'Italie a soutenu qu'elle n'était pas obligée de s'impliquer parce que l'Autriche était l'agresseur. En réalité, la neutralité de l'Italie n'était pas si surprenante, car les relations avec l'Autriche-Hongrie étaient en fait très tendues depuis des décennies. Les deux pays avaient entendre des revendications concurrentes sur des territoires habités par des Italiens ethniques qui étaient sous contrôle austro-hongrois. Lorsque la guerre a commencé, les deux camps ont vu que l'Italie pouvait être un allié précieux et ont essayé de la convaincre de rejoindre leur camp. Les Britanniques et les Français ont promis à l'Italie de grands gains territoriaux si elle les rejoignait. Finalement, après de longues négociations, l'Italie a signé le traité de Londres et a accepté de combattre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Ils espéraient que la guerre serait rapide, glorieuse et leur profiterait grandement. Au lieu de cela, ce fut un véritable désastre. L'Italie a concentré son effort de guerre sur la frontière nord-est avec l'Autriche-Hongrie. Contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France, qui combattaient partout dans le monde, plus de 90% des ressources militaires de l'Italie étaient concentrées sur un seul front le long de sa frontière nord. C'était une bande de seulement 650 km, des Alpes jusqu'à la mer Adriatique. Le terrain comptait parmi les plus hostiles d'Europe, avec falaises abruptes, hautes montagnes et valaisons glaciales. Dès que la guerre a commencé, elle s'est rapidement transformée en impasse. Les Italiens avaient plus de troupes que les Autrichiens, mais étaient freinés par le terrain difficile et des tactiques dépassées. Le front principal longeait la rivière Isonzo, bientôt synonyme de guerre de tranchées brutales et répétitives. Là, les Italiens allaient lancer un total de 12 offensives au cours de 2 ans. La première offensive débuta en juin 1915, un mois après l'entrée en guerre de l'Italie. Les Italiens avaient 2 fois plus d'hommes que les Autrichiens, mais cela ne changeait rien. Les Austro-Hongrois tenaient de fortes positions en montagne et infligèrent de lourdes pertes. Tout gain pour les Italiens était lent et coûteux. L'équipement italien était catastrophique. De nombreux hommes possédaient le vieux fusil Carcano peu puissant et de faible portée. Ils portaient des uniformes en laine fine qui auraient été plus adaptés à un terrain de parade qu'à une tranchée couverte de neige. Beaucoup d'hommes sont morts de froid. Lors de cette première offensive, les Italiens ont perdu environ 15 000 hommes sans réel gain. Malgré l'échec de l'offensive, le chef d'état-major italien, Luigi Cadorna, n'a pas changé de plan. Un mois après, il lança une nouvelle offensive sur l'Isonzo.
Cette fois, les Italiens étaient 3 fois plus nombreux que l'ennemi, mais encore une fois, cela comptait peu, et ils n'ont pas réussi à percer les lignes autrichiennes. Bien que son plan ait échoué 2 fois, Cadorna refusa de tenter autre chose. Au cours des 2 années suivantes, il lança 10 autres offensives le long de la rivière. Chaque tentative produisait le même résultat. Les Italiens perdaient des dizaines de milliers d'hommes et ne gagnaient que quelques kilomètres de territoire. Lors de la 11e offensive, les Italiens ont failli percer les lignes ennemies. Les Austro-Hongrois étaient épuisés et n'auraient pas pu résister à une autre attaque. Si les Italiens avaient attaqué de nouveau, cela aurait pu être une percée majeure. Malheureusement pour eux, ils étaient eux aussi épuisés et n'ont pas pu trouver les ressources pour une nouvelle attaque. En 1917, une percée majeure a eu lieu sur le front, menée non par les Italiens mais par les Austro-Hongrois. Avec le soutien des Allemands, ils ont lancé une énorme offensive à Caporetto et ont percé les lignes de front. La résistance italienne s'est rapidement effondrée alors que les troupes abandonnaient leur position. Des unités entières se sont désintégrées en fuyant. Dans le chaos, les Italiens ont laissé derrière eux 3000 mitrailleuses, 3000 pièces d'artillerie et des milliers de tonnes de munitions. Plus de 300 000 soldats capturés et les lignes de front ont fortement reculé. L'armée italienne a reculé d'environ 150 km, ne se stabilisant qu'à la rivière Piave. La catastrophe de Caporetto a eu un impact énorme sur l'armée italienne, tant matériellement que psychologiquement. Beaucoup de soldats italiens se sont sentis trahis par le commandement, qualifiant la retraite de chaotique et sans direction. Parfois, des officiers ont fui avant leurs hommes. Les ordres étaient aussi confus que des unités entières ont marché dans la mauvaise direction. Plus de 20 000 soldats italiens se sont rendus sans tirer un seul coup de feu. En fait, les lignes italiennes se sont tellement effondrées que le commandant autrichien les a qualifiées ainsi. Un filet déchiré où l'armée s'est coulée comme de l'eau. La presse italienne a essayé de censurer brièvement la catastrophe pour éviter la panique, mais la population l'a vite appris. C'était une humiliation nationale à la plus grande échelle. En fait, le Premier ministre, Vittorio Orlando, a averti le Parlement que le pays faisait face non seulement à une défaite militaire, mais aussi à l'effondrement de l'esprit national. Aujourd'hui encore, Caporetto désigne en Italie un échec total. Cette catastrophe a finalement imposé un changement de direction. L'incompétent Cadorna a été limogé et remplacé par le général Armando Diaz. Diaz a mis fin aux offensives suicidaires sur l'Isonzo et s'est concentré sur la reconstruction de l'armée. Il a lancé des réformes majeures pour améliorer le moral, offrant un meilleur traitement aux troupes et une logistique optimisée. Avec le soutien des renforts britanniques et français, les Italiens ont pu tenir la nouvelle ligne de front le long de la rivière Piave. En quelques mois, l'armée italienne s'était regroupée et avait retrouvé sa force. En octobre 1918, l'Autriche-Hongrie s'effondrant, l'Italie lança une nouvelle offensive. Lors de la bataille de Vittorio Veneto, elle obtint sa première grande victoire. Les Italiens capturèrent près d'un demi-million de soldats autrichiens, provoquant l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Le 3 novembre, l'Autriche capitula et signa un cessez-le-feu avec l'Italie. La guerre finie, l'Italie était techniquement du côté des vainqueurs. En réalité, ce n'était pas vraiment une victoire. L'Italie avait passé 4 ans à se battre pour le même bout de montagne gelée, et cela lui avait coûté environ un demi-million d'hommes. À Caporetto, ils ont connu l'une des défaites les plus humiliantes de la guerre. Pour aggraver la situation, l'Italie n'a rien obtenu de ce que la Grande-Bretagne et la France lui avaient promis. Ils avaient promis à l'Italie une longue portion de la côte adriatique, mais ensuite, après la fin de la guerre, ils sont revenus sur leurs paroles. L'Italie est sortie de la guerre amère, appauvrie et politiquement divisée. En quelques années, ce chaos permit à Mussolini et aux fascistes de prendre le pouvoir. Voici ce qui s'est produit. Malgré l'une des plus grandes armées d'Europe et un front unique, l'Italie a obtenu des résultats désastreux. Pourquoi les Italiens étaient-ils si inefficaces ? Qu'est-ce qui explique toutes ces offensives ratées et le désastre absolu de la bataille de Caporetto ? Eh bien, l'une des principales raisons était que le commandement italien était atroce. En fait, je parle d'un homme en particulier, le général Luigi Cadorna. Cadorna était chef d'état-major depuis 1914 et il a été en poste pendant la majeure partie de la guerre. Il était obsédé par la discipline et une pensée militaire à l'ancienne.
Il pensait que le courage et l'obéissance comptaient prendre plus que la tactique ou la technologie. Ce qui comptait le plus chez un soldat, c'était sa volonté de charger. Dès le début de la guerre, Cadorna respectait peu ses hommes. Il a même déclaré que leur individualisme les avait rendus moralement non préparés à la guerre. Cadorna privilégiait l'assaut frontal brutal. Encore et encore, il ordonnait à ses troupes de charger des positions autrichiennes bien fortifiées dans les montagnes. C'était parfois avec à peine un soutien d'artillerie. Lorsque ces offensives échouaient à plusieurs reprises, Cadorna refusait de changer de plan. Il lançait simplement une nouvelle offensive avec exactement les mêmes tactiques au même endroit. Ces offensives entraînaient souvent la perte de bien plus de soldats italiens que d'Autrichiens. Lors de la troisième offensive d'octobre 1900, plus de 70 000 soldats italiens furent tués, blessés ou capturés contre environ 40 000 Autrichiens. En réalité, il était toujours assez évident que les assauts frontaux brutaux allaient échouer. L'une des raisons était le terrain. Le sol était composé de calcaire solide, ce qui rendait très difficile de creuser des tranchées appropriées. Les Autrichiens occupèrent aussi les hauteurs. Ils étaient en menant des bunkers en béton avec des lignes de tir dégagées sur les Italiens. Les offensives auraient été plus réussies avec un meilleur soutien d'artillerie. Cadorna ordonnait régulièrement des attaques avec seulement un pilonnage minimal, voire aucun. Lors de la 9e bataille de l'Isonzo, il n'y eut qu'environ 24 heures de tir d'artillerie avant l'attaque des troupes. Cela n'a pas affaibli les défenses autrichiennes. Il y avait bien moins d'artillerie que chez les autres nations de l'époque. Par exemple, avant que les Britanniques ne lancent leur célèbre offensive sur la Somme, ils ont tiré plus d'1,5 million d'obus en l'espace d'une semaine. Lorsque ces offensives ont échoué encore et encore, il aurait dû être évident que quelque chose devait changer. N'importe quel commandant à moitié compétent aurait vu les mauvais résultats et aurait essayé une approche différente. D'autres commandants d'autres nations faisaient exactement cela, essayant d'expérimenter de nouvelles tactiques pour tenter de briser l'impasse de la guerre des tranchées. À la bataille de la Somme, les Britanniques testent une nouvelle technologie, le char d'assaut. Les chars d'assaut montraient un réel potentiel, car ils pouvaient écraser les barbelés et offrir une couverture à l'artillerie. Les ingénieurs italiens ont effectivement commencé à travailler sur leur propre version. Cependant, Cadorna n'était pas intéressé. Il a rejeté les chars, les jugeant peu fiables et trop chers. Il faut noter que toute l'armée italienne n'était pas hostile aux nouvelles technologies. Par exemple, un colonel, Giulio Dué, a soutenu que la puissance aérienne pouvait changer la phase de la guerre. Dué était un homme visionnaire, en avance sur son temps. Il voulait la création d'une force aérienne indépendante des années avant que quiconque en Europe ne prenne cette idée au sérieux. Cadorna n'était toujours pas intéressé. Il voyait les idées de Dué comme une menace à son autorité. Après plusieurs disputes, il a fait taire et rétrogradé Dué. La raison pour laquelle Cadorna était tellement opposé à l'adoption de nouvelles technologies, c'est que toute sa conception de la guerre était restée bloquée au siècle précédent. Pour lui, la victoire reposait sur la volonté du soldat à se sacrifier et avancer. Cela se voit dans les instructions qu'il donnait aux troupes attaquantes. Cadorna a écrit « L'infanterie qui se trouve sous le feu pendant une attaque doit se soustraire au feu aussi rapidement que possible, de la seule manière permise en avançant à toute vitesse. S'arrêter et se coucher serait une grave erreur. » Cadorna n'était pas un si mauvais commandant uniquement parce qu'il était traditionnel et obstiné. Une autre raison est selon qu'il était à des kilomètres de la ligne de front. Il menait la guerre depuis son quartier général à Udine, à environ 20 km, et se rendait rarement sur le champ de bataille. Cela signifiait que la communication était lente et qu'il prenait des décisions avec des informations obsolètes. Ces ordres devaient ensuite être transmis à travers différentes couches de bureaucratie. Il fallait parfois des heures ou une journée pour que ces instructions atteignent le front. Moins de problèmes seraient survenus si les commandants subalternes avaient eu plus d'autonomie sur le champ de bataille. Cadorna, obsédé par le contrôle, exigeait que les officiers suivent strictement ses ordres, même si la situation évoluait sur le terrain. Comme vous l'imaginez, forcer les hommes à lancer sans cesse ces offensives suicidaires a gravement affecté le moral. Un lieutenant a écrit à quel point il trouvait cela déprimant. Il a écrit « Ce n'est pas le fait de mourir qui est démoralisant. Ce qui vous ronge, c'est de mourir inutilement. Ce n'est pas mourir pour la patrie,
c'est mourir à cause de la stupidité de certains ordres et de la lâcheté de certains officiers commandants. Peu à peu, les troupes en sont venues à détester Cadorna. Ils ont même créé une comptine moqueuse sur lui. Elle disait « Regardez Cadorna s'énerver, écoutez-le rugir ». Il a tué toutes les souris dans la cuisine. Il disait essentiellement que Cadorna était responsable des énormes pertes qu'il subissait. Une autre raison pour laquelle les hommes en voulaient à Cadorna était son obsession fanatique pour la discipline. À cause de lui, l'Italie avait le système de justice militaire le plus strict de toutes les armées de la guerre. Il a personnellement approuvé l'exécution de plus de 750 de ses propres hommes. Une fois, 29 hommes ont été exécutés en une journée pour une simple désobéissance. Au total, tout au long de la guerre, pas moins d'un soldat italien sur 17 ferait l'objet d'une sanction disciplinaire. 61% de ces hommes ont été condamnés. Souvent, les hommes étaient punis pour les crimes les plus insignifiants. Un soldat a écrit que des hommes étaient pointachés et exposés au froid glacial pour de simples infractions. Selon ses mots, les soldats ordinaires étaient traités plus mal que des bêtes. Ironiquement, après la découverte de son écrit, ce soldat a écopé de 6 mois de prison. Cette discipline draconienne était entièrement due à Cadorna. Le résultat, c'est que l'armée en est venue à craindre sa propre hiérarchie. Un officier a raconté avoir croisé une unité tout juste décimée. Selon ses propres mots, les soldats tremblaient, rien qu'en me voyant. Un autre énorme problème avec le commandement de Cadorna était qu'il ne voulait coopérer avec personne. Il a refusé de coopérer avec la Grande-Bretagne et la France, bien que ce soit la solution la plus sensée. Il ne voulait même pas partager de renseignements avec eux. C'était surtout car il ne leur faisait pas confiance. Cadorna pensait que la Grande-Bretagne et la France ne traiteraient jamais l'Italie comme une égale. Il était convaincu que s'il coopérait avec eux, cela signifierait qu'il aurait moins de pouvoir. Il voyait tous les conseillers étrangers comme des rivaux cherchant à saper son autorité. Mais la Grande-Bretagne, la France et son propre gouvernement trouvaient en tous impossible de collaborer avec Cadorna. Il menait la guerre presque comme une dictature et ignorait totalement les conseils des ministres. Pour Cadorna, les politiciens étaient des amateurs sans légitimité pour lui dicter sa conduite de la guerre. En réalité, il voulait que personne ne s'en mêle. Le Premier ministre a proposé de former un conseil de guerre réunissant généraux et politiciens. Cadorna a refusé catégoriquement, déclarant « Je ne rends des comptes qu'au roi ». Finalement, les échecs de Cadorna l'ont rattrapé et lui ont finalement coûté son poste. Tout cela résulte de la défaite catastrophique de Caporetto en 1917, l'un des pires désastres nationaux de la guerre. Les Austro-Hongrois, aidés par des unités allemandes, ont surpris les Italiens par une attaque inattendue. Cadorna, malgré plusieurs avertissements d'une attaque probable, les a ignorés, les jugeant exagérés. Aucune réserve n'a été déplacée, laissant les troupes de première ligne très dispersées. Lorsque les Allemands ont attaqué, ils ont percé la ligne italienne et provoqué une retraite chaotique. Bien que la catastrophe soit surtout due à Cadorna, il a refusé toute responsabilité. Dans son rapport officiel après la bataille, il a blâmé les troupes, les accusant de lâcheté, de défaitisme et de sabotage. Il n'a rien mentionné sur son rôle dans la catastrophe. Cependant, à ce moment-là, Cadorna avait aliéné presque tout le monde, et donc Caporetto s'est effectivement avéré être sa fin. Finalement, la Grande-Bretagne et la France ont insisté pour qu'il soit renvoyé s'il devait aider l'Italie à se remettre de la défaite. Le gouvernement italien a accepté et Cadorna a été remplacé par Armando Diaz. On voit à quel point Cadorna nuisait à l'armée italienne en observant ses progrès après son départ. Là où Cadorna régnait par la peur, Diaz dirigeait avec confiance et pragmatisme. Sa première décision fut d'arrêter les offensives inutiles. L'armée était épuisée et le moral était au plus bas. Au lieu de renvoyer ses hommes dans les montagnes, Diaz a privilégié la défense et permis à l'armée de se rétablir. Il a lancé d'importantes réformes, aboli les punitions sévères et accordé plus d'autonomie aux commandants de première ligne. En juin 1918, les Autrichiens ont lancé une nouvelle offensive, mais cette fois les forces italiennes ont tenu bon et ont réussi à les repousser. En octobre, les Italiens ont lancé l'offensive. Cette fois, sous la direction de Diaz, ils ont connu un succès incroyable et remporté une victoire écrasante. Près d'1 demi-million de soldats autrichiens ont été capturés.
Diaz remporta enfin la victoire que Cadorna avait cherchée pendant des années. Comme vous pouvez le voir, le terrible commandement de Cadorna a été l'un des plus grands problèmes de l'Italie pendant la guerre, mais ce n'était loin d'être le seul souci. Un autre problème majeur était que l'armée italienne manquait de l'équipement, nécessaire tant en qualité qu'en quantité. Commençons par l'équipement lui-même. Même selon les normes de l'époque, une grande partie de ce qui était donné aux troupes italiennes était de mauvaise qualité. Leur fusil principal était le Cercano M 1891. Le Cercano était nettement moins puissant que les fusils utilisés par les autres puissances pendant l'époque. Il tirait des balles à environ 600 mètres par seconde. C'est environ les 2/3 de la vitesse du fusil principal allemand, qui tirait à 900 mètres par seconde. Il tirait aussi des balles nettement plus légères, ce qui réduisait sa portée et sa capacité à infliger des dégâts. Les mitrailleuses italiennes n'étaient pas beaucoup mieux. Leur principal modèle était la Fiat Ravelli M 1914 avec un mécanisme d'alimentation des balles très défectueux. Les cartouches devaient être huilées avant de tirer, sinon l'arme s'enrayait. Elle était aussi connue pour surchauffer. Globalement, elle était moins fiable que les mitrailleuses britanniques ou allemandes. Enfin, l'artillerie italienne était également très dépassée. Leur canon principal était le 75-27 Model 6, qui avait presque 10 ans de retard lorsque les Italiens sont entrés en guerre et montrait clairement son âge. Sa portée était d'environ 7 km, bien moins que les autres pièces d'artillerie de l'époque atteignant 10 km. De plus, il ne tirait qu'environ 6 coups par minute, soit un tiers de la cadence des autres canons. Cependant, non seulement les armes italiennes étaient plus faibles que celles des autres nations, mais elles étaient également en très faible quantité. La situation était mauvaise lorsque l'Italie est entrée en guerre en 1915. Il disposait d'environ la moitié des mitrailleuses et d'un quart de l'artillerie prévue. L'Italie avait beaucoup moins d'équipement que les autres participants à la guerre. Elle n'avait que 2000 canons de campagne, soit la moitié de la France et un tiers de l'Allemagne. Elle n'avait qu'environ 600 mitrailleuses, bien peu face à l'Allemagne qui en comptait plus de 4000. L'Italie augmenta sa production d'équipements durant la guerre, sans jamais combler l'écart. À la fin de la guerre, elle n'avait toujours qu'environ un tiers du nombre de mitrailleuses de l'Allemagne. Une autre chose qui était désespérément en pénurie, c'était les munitions. J'ai mentionné plus tôt que l'une des raisons pour lesquelles les offensives italiennes étaient ainsi infructueuses était le manque de soutien d'artillerie. Dans les mots d'un lieutenant, on nous ordonne d'avancer contre des mitrailleuses, mais sans l'artillerie pour les réduire au silence, nous avançons droit dans un mur de feu. La raison pour laquelle il n'y avait pas assez de soutien d'artillerie, c'est que l'Italie n'était tout simplement pas capable de produire suffisamment d'obus. Pendant toute la guerre, l'Italie a produit environ 80 millions d'obus, ce qui représentait à peine un tiers de la production allemande. Cadorna était conscient de la grave pénurie de munitions. Sa proposition était de créer un ministère au sein du gouvernement dont la tâche serait d'augmenter la production autant que possible. Cela a bien eu lieu, mais malheureusement les chiffres de production n'ont jamais atteint ceux des autres nations. Cela s'explique par le fait que l'économie italienne ne pouvait tout simplement pas produire suffisamment, car elle n'était pas aussi industrialisée que celle de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne. Cela se voit en observant la production de matières premières de chaque nation. Le charbon illustre bien cela. En 1914, l'Italie produisait 1 million de tonnes de charbon, contre 300 millions chacune pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'Italie devait importer la plupart de son charbon, un gros problème pour un pays engagé dans une longue guerre industrielle. C'était une histoire similaire en ce qui concerne la production d'acier. Avant la guerre, l'Allemagne produisait environ 19 millions de tonnes d'acier, contre 10 millions pour la Grande-Bretagne. L'Italie produisait moins d'1 million de tonnes. Globalement, les Italiens étaient simplement moins riches que d'autres participants à la guerre. En 1913, le produit intérieur brut par habitant représentait la moitié de celui de la Grande-Bretagne et 2/3 de celui de l'Allemagne. Ce sont les principales raisons de la faible performance de l'Italie durant la guerre, mais un dernier point mérite d'être mentionné. L'Italie, en tant que nation, était très divisée et n'était pas unie derrière le combat. Dès le début, la décision d'entrer en guerre était très controversée. La majorité du Parlement italien était contre l'implication dans la guerre, tout comme la plupart de la population. J'ai évoqué plus tôt le traité de Londres, où l'Italie a négocié avec la Grande-Bretagne et la France pour entrer en guerre. Eh bien, cet accord a en réalité été conclu en secret dans le dos du Parlement italien. Lorsque la nouvelle a été révélée, cela a provoqué une vive controverse.
Dans tout le pays, il y a eu de grandes manifestations contre cette décision. Par exemple, à Turin, 100 000 manifestants anti-guerre ont manifesté et érigé des barricades. Ils se sont battus avec la police en criant « À bas la guerre !». Au final, plus de 100 personnes ont été arrêtées et une tuée. Des tentatives de sabotage de la conscription gouvernementale ont aussi eu lieu. Des femmes locales ont coupé les fils télégraphiques et attaqué les véhicules des équipes de conscription. Même lorsque les hommes partaient effectivement au front, la population ne devenait pas plus enthousiaste. Un officier raconte avoir traversé un village avec son unité en chantant « Fratelli d'Italia », une chanson patriotique signifiant « frères d'Italie ». Au lieu d'acclamer les troupes qui partaient au combat, les villageois se contentaient de rester là et de regarder. D'après l'officier, la plupart de la population est restée silencieuse. Même plus tard, lorsque l'Italie participait activement à la guerre, une grande partie du pays n'était toujours pas unie derrière le combat. Par exemple, l'attitude des socialistes italiens envers l'effort de guerre était résumée par leur slogan « Ni soutien, ni sabotage ». Certains ont cependant tenté de saboter l'effort de guerre. Ils ont diffusé de la propagande anti-guerre et organisé des désertions dans les troupes. L'Église catholique n'était pas vraiment engagée dans le combat. En fait, en 1917, le pape Benoît XV a appelé à la fin de ce qu'il a qualifié de massacre inutile. Comme vous l'imaginez, cela a affecté le moral. Le manque d'unité signifiait que les gouvernements qui supervisaient la guerre étaient très instables. Antonio Salandra était d'abord Premier ministre, mais il a dû démissionner en 1916 à cause des échecs militaires. Son successeur, Paolo Borsellino, n'a pas fait mieux. Il a dû démissionner après un peu plus d'1 an à cause du désastre de la bataille de Caporetto. Le fait qu'une seule défaite puisse renverser le gouvernement montre la grande fragilité politique de l'Italie. L'Italie, contrairement à d'autres pays, n'a jamais eu de gouvernement réunissant tous les partis. Les socialistes sont restés dans l'opposition et les libéraux ont refusé de s'impliquer. La raison pour laquelle l'Italie était si divisée à propos de la guerre, c'est tout simplement que le pays lui-même était très divisé. En fait, différentes parties du pays étaient en réalité des pays totalement différents. Il est important de se rappeler que l'Italie ne s'était unifiée qu'environ 54 ans avant d'entrer en guerre. Avant, la péninsule italienne regroupait plusieurs petits États. Ainsi, de nombreuses personnes étaient les plus attachées à leur ville ou région qu'au gouvernement romain. En fait, une grande partie du pays ne parlait même pas italien. Dans le sud en particulier, les gens parlaient des dialectes locaux ou des langues complètement différentes comme le sicilien ou le napolitain. Les effets de tout cela étaient très visibles pendant la guerre. En particulier, il y avait une division nord-sud très marquée. À l'époque, le sud était moins développé que le nord, avec des revenus 2 fois inférieurs et un taux d'alphabétisation beaucoup plus bas. Ainsi, les hommes du sud étaient fréquemment méprisés. Ils servaient en quelque sorte de chair à canon, envoyés en première ligne là où les combats étaient les plus meurtriers. Les ouvriers industriels du nord étaient en réalité exemptés de la conscription. Cela signifiait que les hommes du Sud étaient étaient surreprésentés parmi les troupes italiennes, et cela posait problème pour de nombreuses raisons. D'abord, ces hommes étaient moins bien éduqués. Environ un tiers d'entre eux étaient analphabètes, bien plus que des pays comme l'Allemagne, qui avaient un taux d'analphabétisme d'environ 1%. C'était un problème car la guerre devenait de plus en plus sophistiquée, et les soldats devaient accomplir des tâches de plus en plus complexes. Deuxièmement, ces hommes étaient moins attachés au concept de nation italienne, et donc ils allaient toujours être moins disposés à se battre pour elle. C'est parce que lors de l'unification de l'Italie en 1961, le Sud n'y tenait pas vraiment. Cela leur a été largement imposé par le Nord. C'était un problème particulièrement important parce que la chose même pour laquelle l'Italie se battait pendant la guerre était de prendre certains territoires du Nord à l'Autriche. Essentiellement, de pauvres paysans du Sud ont été envoyés jusqu'au Nord, où on leur a dit de se battre pour le Trentin, Trieste ou un autre endroit dont ils n'avaient jamais entendu parler. Comme vous l'imaginez, ils n'étaient même pas motivés. L'une des conséquences de cela, c'est que les hommes du Sud ont beaucoup plus résisté à la conscription que ceux du Nord. L'évasion du service militaire était un gros problème pour l'Italie pendant la guerre, et environ 1 demi-million d'hommes ont résisté à l'appel. Cela entraîna un taux de désertion très élevé. Au cours de la guerre, environ 400 000 hommes italiens ont déserté le champ de bataille, soit environ 10 fois plus que pour la Grande-Bretagne. Le manque d'enthousiasme pour la guerre ne se manifestait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi au sein de la population elle-même.
À mesure que la guerre durait, la population était davantage touchée. Les pénuries alimentaires sont généralisées, provoquant des émeutes pour le pain. En 1917, le prix de produits de base, comme la farine ou l'huile d'olive, avait triplé. L'inflation a particulièrement frappé les ouvriers d'usine. À la fin de la guerre, leur salaire valait 25% de moins qu'au début. Cela a conduit les gens à devenir de plus en plus las de la guerre et pleins de ressentiment. Cela a vraiment profité aux socialistes opposés à la guerre dès le début. Lors des élections locales de 1917, le parti a remporté la majorité dans de grandes villes comme Milan et Florence, ce qui montre à quel point les ouvriers étaient en colère. Le nombre d'adhérents au parti a également explosé. Le journal socialiste Avanti a doublé son lectorat. Il diffusait des slogans comme « À bas la guerre », devenus populaires chez les manifestants. En mars 1917, il y a eu une révolution en Russie et le tsar a été renversé. Certains pensaient que la même chose pourrait arriver en Italie. En août, une grande émeute du pain à Turin est devenue une révolte contre la guerre. Les manifestants demandant du pain et la paix, reprenant le même slogan que les révolutionnaires russes. La révolte fut réprimée seulement après l'envoi de l'armée par le gouvernement. Il a fallu 4 jours pour écraser les troubles et à la fin, environ 50 manifestants et 10 soldats étaient morts. Globalement, dès le tout début de la guerre, l'Italie était très divisée et ni la population ni les troupes ne croyaient vraiment à la guerre. Pour être honnête, beaucoup d'entre eux croyaient à peine même au concept de l'Italie elle-même. Je pense que la situation est bien résumée par une anecdote concernant l'armée italienne comme étant une atrocité contre sa propre population. L'histoire provient d'un rapport militaire de 1916 et raconte un événement tragique où des troupes italiennes ont abattu des villageois italiens. Le village avait été pris par les Autrichiens mais avait été repris par les Italiens. À l'arrivée des troupes italiennes venues le libérer, les villageois se sont montrés méfiants et les ont accueillis avec des fourches. Les troupes italiennes ont tiré sur les civils et pillé le village. 150 villageois italiens ont été tués. Après le massacre, une jeune fille du village a résumé la situation ainsi. « Devons-nous vouloir la paix ou non ? Croyez-moi, nous ignorons de quel côté nous sommes.